Voilà, votre présentation appelle beaucoup de questions et je pense que peut-être vous aurez l'occasion, dans le cadre des questions de la salle ou dans la question que nous pourrions évoquer tout à l'heure, nous présenter un petit peu quelle est votre vision de l'adaptation finalement à ce terrain augmenté des forces de l'ordre, sur lequel certainement vous avez une vision. Pour vous succéder, nous accueillerons Alexandre Mayol, qui est également doctorant à l'école d'économie de Paris et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également normalien et agrégé d'économie et de gestion, et vos travaux concernent plus particulièrement les performances et la régulation des services publics appliqués aux Smart Cities. Et vous allez nous présenter les enjeux économiques du développement des Smart Cities. La parole est à vous. C'est possible d'avoir les slides, s'il vous plaît. Hop. Alors, merci tout d'abord pour cette invitation, pour présenter un peu les travaux sur la Smart City, qui est évidemment un thème assez global et assez complexe. Alors, évidemment, en bon universitaire, on fait toujours des plans et des introductions, alors je n'échapperai pas à la règle. Alors, tout d'abord, lorsqu'on veut parler Smart City, évidemment, on a un nuage de mots, un nuage de concepts qui sont reliés. Et évidemment, un universitaire, il est toujours obsédé par une question, c'est la définition. Et alors, quand on veut définir une Smart City, autant dire que c'est un peu essayer de comprendre l'origine de l'univers. On a beaucoup de mal à mettre des mots et à cerner ce concept, qui est quand même extrêmement complexe et surtout très marketing. Donc, évidemment, voilà, ce petit nuage de mots, on a plein de concepts reliés qui illustrent bien la complexité de cerner la Smart City. Alors, évidemment, lorsqu'on essaie de faire un petit focus et d'avoir un aspect un peu plus transversal, on voit qu'il y a trois grands enjeux autour de la Smart City. Des enjeux qui sont d'abord économiques, autour de business models à inventer et réinventer, des enjeux écologiques et des enjeux sociaux. Alors, lorsqu'on est économiste, on a plusieurs disciplines, sous-disciplines de l'économie qui vont s'intéresser à la Smart City. On a l'économie des réseaux, l'économie industrielle, l'économie de la connaissance et de l'information, ou encore l'économie de l'environnement. Alors, ce qui est spécifique aux Smart Cities, c'est évidemment la place particulière qu'occupent les données à la fois comme matière première et à la fois comme service et biens produits dans le cadre de l'activité économique, sachant qu'aujourd'hui, eh bien, les données ont un rôle particulier dans ce développement des activités d'innovation. Alors, cette fameuse phrase que tout le monde connaît de Clive Hamby en 2006 sur les données comme le nouveau pétrole de l'économie, et on sait aujourd'hui que les Smart Cities suscitent beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance en termes d'activité économique. Alors aujourd'hui, les entreprises, elles se positionnent de deux manières face à cet enjeu des Smart Cities. Soit elles vont chercher à créer de nouveaux services, de nouveaux biens, notamment en lien avec le big data, les innovations, ou soit elles vont opérer ce qu'on appelle la transformation digitale. Et ça, c'est une autre stratégie qui consiste, par exemple, si vous êtes un grand opérateur, il y a plein de noms qui peuvent venir à l'esprit. Vous, par exemple, vous êtes en monopole sur l'électricité en France, et vous dites, tiens, il y a des nouvelles technologies, je vais les développer. Et là, on va implémenter la technologie Big Data dans notre process actuel de stratégie. Et là, c'est ce qu'on appelle la transformation digitale. Donc l'exemple typique, c'est les compteurs Linky. Les compteurs Linky que peut-être certains connaissent, c'est les smart meters dans le cadre électrique, où en gros, vous aurez un compteur intelligent qui va télé-relever votre consommation. Et bien aujourd'hui, typiquement, ERDF pousse dans le sens du développement des compteurs Linky. Alors évidemment, universitaire jusqu'au bout, on pose une problématique, et notamment la question qui est posée, c'est les enjeux économiques qui sont en lien avec cette question de la cybersécurité dans les Smart Cities. Alors comme c'est mon domaine de spécialité et parce que je suis assez convaincu que c'est le secteur qui va être le plus exposé aux enjeux de cybersécurité, je vais faire un focus sur les réseaux, notamment les réseaux de services publics, que ce soit réseaux de transport, réseaux d'énergie, avec l'électricité, l'eau, les eaux usées, etc., qui sont notamment les potentielles sources de croissance et de développement des technologies du Smart City. Alors juste pour très rapidement rappeler comment les économistes appréhendent la problématique des Smart Cities, je vais faire un focus qu'on appelle l'économie de l'information. Parce que ce qui est au cœur, en fait, de notre problématique, c'est l'information. Alors pour rappel, les infrastructures de réseau, quand on parle de services publics, elles ont certaines spécificités économiques qui font qu'on ne peut pas les traiter comme un marché comme un autre. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les défaillances de marché. Alors, qui dit défaillance de marché, dit situation de monopole, dit situation de rupture de concurrence, et donc potentiellement des abus de position dominante de la part d'un opérateur qui gère en monopole un service public.
Alors ce faisant, dès qu'on parle de réseau, il y a aussi un tas d'éléments qui sont connexes, notamment des règles de droit public qui sont dérogatoires au droit commun. Il y a une régulation sectorielle. Alors là, si on cite tous les acronymes français, on en a énormément, la CRE, la RAF, l'ARCEP, etc., qui sont des régulateurs sectoriels qui vont notamment encadrer certains secteurs spécifiques des réseaux. On a des partenariats publics-privés, donc là aussi des interconnexions entre le secteur public et le secteur privé extrêmement nombreux. Et par ailleurs, une réglementation qui change énormément depuis 20 ans avec l'implémentation de règles concurrentielles nouvelles dans ces secteurs. Alors si on regarde comment sont gérées ces infrastructures de réseau, il y a toujours en général une relation d'agence. Alors là, pour ceux qui ont fait un peu de management ou d'ingénierie, vous connaissez sans doute ce concept, sur la relation d'agence entre le principal et l'agent, à savoir que la collectivité va déléguer le service public à un agent qui va être par exemple une entreprise ou parfois des régies. Et donc cette relation d'agence va être caractérisée par certains éléments. 2 éléments me semblent importants pour comprendre l'enjeu des Smart Cities. C'est la question des asymétries d'information, qui sont capitales. Lorsque, notamment, une collectivité délègue la gestion d'un service public, elle délègue aussi la compétence. Souvent, elle n'a pas en propre la compétence du service public, et donc elle le transfère à une entité qui va, elle, avoir cette compétence. Ce faisant, il y aura une dépendance du secteur public vis-à-vis de l'opérateur qui va gérer le service public. Par ailleurs, il y a des divergences d'objectifs qui vont là aussi faire émerger des conflits potentiels entre d'un côté le principal qui aura des objectifs politiques et de l'autre un agent qui va vouloir maximiser son profit. Alors, il y a un autre concept clé lié au réseau, c'est la régulation. Alors, l'économie de la régulation, quand on connaît le dernier prix Nobel de l'année dernière, Jean Tirole, évidemment, c'est un concept extrêmement à la mode et extrêmement utile pour comprendre les Smart Cities. C'est qu'aujourd'hui, la régulation, c'est un des modes modernes et efficaces pour gérer les secteurs des services publics. Alors, à partir de là, maintenant, si on fait un focus, là j'ai fait un portrait très général des services publics, si maintenant on rentre dans le cœur de la Smart City, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on fait d'habitude ? On voit qu'aujourd'hui, ce qui est au cœur du développement des Smart Cities, c'est l'information. L'information, c'est un enjeu stratégique aujourd'hui pour les organisations, parce que maîtriser l'information, c'est avoir un avantage concurrentiel. Si je suis titulaire du marché public sur une commune, je connais ma clientèle, je connais la situation réelle du marché, et donc je peux recandidater pour être à nouveau titulaire du marché. Donc j'ai un avantage concurrentiel à maîtriser l'information. Je peux créer une asymétrie à mon avantage. Si par exemple, concrètement, la mairie qui me délègue le contrat, elle ne comprend rien à la question des coûts, à la question des charges, etc., eh bien là, j'ai un ascendant sur elle. Il y a également la question des pouvoirs de marché, de la question de la valeur et du rapport de force qui se crée autour de la maîtrise de l'information. Les Smart Cities, la particularité, eh bien, c'est d'utiliser les TIC comme vecteur d'information stratégique. Dès qu'on parle technologie de l'information et de la communication, on voit ce mot information qui revient au cœur de la stratégie des entreprises. Aujourd'hui, les données, c'est une matière première et tout l'enjeu va être à la fois de les posséder et de les transformer en information stratégique. Donc on voit notamment que le passage des données à l'information, c'est là que se joue l'enjeu des Smart Cities aujourd'hui pour développer des innovations qui permettent notamment de développer des secteurs innovants. Alors on va se dire maintenant, mais alors du coup, quelle est la nouveauté de ces données et de ces informations ? Si on prend un petit peu les différentes catégories d'acteurs qui interviennent et qu'on essaie de faire un petit peu le bilan, qu'est-ce qui va les avantager dans ce secteur ? Eh bien, pour le principal, pour la collectivité, quel est l'intérêt des données ? Eh bien, ça va être de mieux réguler et de mieux piloter ces services publics. Si vous avez, par exemple, en temps réel, par exemple, la performance de votre service public, vous aurez immédiatement une information sur la performance et vous pourrez gérer en direct votre contrat. Pour l'agent, ça va être pour lui notamment des gains d'efficacité. Notamment dans le secteur électrique, l'obsession notamment c'est de lisser les pointes, éviter notamment les pics de consommation. Et dans ce contexte, on voit la maîtrise de l'information en temps réel devient stratégique pour limiter les erreurs d'anticipation. Et ce qui est nouveau avec les Smart Cities, c'est la place du citoyen et des nouveaux acteurs. Le citoyen désormais n'est plus simplement ce qu'on appelle un price taker, c'est-à-dire celui qui va simplement passivement payer sa facture, c'est celui aussi qui va avoir un rôle dans la maîtrise de son énergie et éventuellement avoir une logique de remontée d'informations vers le producteur. Les nouveaux acteurs également vont être de plus en plus stratégiques puisque désormais on aura des nouveaux acteurs professionnels qui vont venir vendre des services aux collectivités ou aux entreprises en sous-traitance pour gérer ces données qu'elles ne savent pas forcément exploiter. Dans ce contexte, on voit notamment que le développement des Smart Cities, ce qui est au cœur de ce développement, c'est la question des données et la maîtrise de ces données. Alors puisque l'enjeu c'est la cybersécurité, traitons des menaces. Parce qu'il y a des menaces, évidemment, dès qu'on parle de ces données et de ces informations. Alors, de mon côté, en tant qu'économiste, j'en identifie trois essentiels.
La première question, c'est les asymétries d'information. Deuxièmement, la remise en cause d'un cadre normatif relativement rigide. Et troisièmement, c'est la maîtrise et la sécurité des données. Là, je rejoins l'intervenant précédent qui a bien mis en avant ces problématiques-là. Alors, asymétrie d'information, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les collectivités, essentiellement, ont une expertise relativement faible, c'est peu de le dire, sur la question des données. Mais pas seulement. Il y a également une asymétrie d'information qui pèse au détriment, notamment, des délégataires. Je prends des exemples, puisque je travaille dans le secteur de l'eau. On voit notamment que même les grands opérateurs historiques, et je ne citerai pas de nom, ont encore une très très faible maîtrise des données, et leur capacité à les transformer en informations est encore très faible. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une asymétrie totale dans la relation contractuelle, où au final, le politique et le décideur public a encore une très faible expertise des données et de l'information. Le risque, il est connu, c'est la très forte dépendance du secteur public vis-à-vis du secteur privé qui va être délégataire, et c'est le risque évidemment de manipulation de l'information. Quand vous êtes celui qui transforme les données en information, vous n'êtes pas obligé de tout révéler de l'information que vous donnez. Et là encore, c'est un enjeu stratégique, parce que si l'opérateur privé est le seul à détenir la donnée et la transformer, alors c'est lui qui va vous dire ce qu'il veut sur l'information produite. On a deuxième partie, la question sur le cadre normatif. Là aussi, on voit l'émergence de nouveaux services, de nouvelles manières de gérer les services publics qui remettent en cause la manière dont on gérait de manière standard les services publics. Alors là, évidemment, si on sort du service public, l'exemple typique, avec les VTC et Uber, c'est typiquement un nouveau service qui est proposé aux usagers, mais qui va remettre en cause une manière dont était régulée l'économie. Donc là aussi, on voit que le risque de tension entre les nouveaux acteurs et les acteurs traditionnels est très fort. Donc en termes de cybersécurité, c'est pareil. On a cette problématique que des nouveaux acteurs vont entrer dans un cadre normatif qui est encore relativement flou, relativement flex. Et du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour réguler ces nouveaux acteurs ? Troisième élément, et là je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, mais sur la question de la vie privée, la question de la sécurité des données, là encore on voit que c'est extrêmement flexible. La question notamment des smart meters, donc là si vous connaissez un petit peu ça, c'est les télérelevés. À qui appartiennent les données de mon compteur électrique ou de mon compteur d'eau ? Typiquement, cette question n'est pas vraiment réglée. Et on voit qu'aujourd'hui, on a des secteurs qui vont réagir de la différente manière. Par exemple, dans le secteur du gaz, on va exiger une transparence des données, alors que dans le secteur électrique, il n'y a pas la transparence des données. Donc là aussi, on voit que la question du cadre normatif et du cadre de qui appartiennent les données n'est pas tout à fait définie dans ce secteur. Alors juste pour faire un focus appliqué, le cas notamment de l'eau. Alors comme vous pouvez voir, là on a deux concurrents bien connus, Veolia et Suez, qui tous les deux ont investi dans la Smart City, le Smart Water, ce qu'on appelle. Donc ça se traduit comment ? Ça se traduit par des nouveaux systèmes d'information, des bases de données nationales, un pilotage en temps réel notamment du service public. On a également une régulation nationale par la mise en place d'un open data pour essayer de mieux réguler, de mieux connaître le secteur, et également l'implémentation de smart meters. Mais alors maintenant, si on prend le cas des menaces, qu'est-ce qui peut menacer ces secteurs-là ? Eh bien d'abord, c'est le fait que l'innovation aujourd'hui, elle est essentiellement conduite par les opérateurs privés. Problème, c'est que les collectivités ne connaissent pas véritablement ces innovations. Donc elles sont complètement dépendantes des innovations proposées par le secteur privé. Deuxième élément, le cadre normatif, là aussi, est flexible. Lorsqu'on implémente des smart meters, concrètement, comment on fait évoluer le cadre normatif pour protéger les usagers et protéger aussi la relation contractuelle ? Et type 3, qui sera propriétaire des données clients, notamment en cas de changement d'opérateur. Par exemple, la ville de Paris en 2010 qui reprend en régie la gestion de l'eau potable. Concrètement, que pourrait devenir demain, si jamais la ville reprenait notre mode de délégation, que vont devenir les données stratégiques qui ont été collectées par la régie et inversement par un opérateur privé. Donc ça, c'est des questions aussi très concrètes sur l'indépendance du service public. Enfin, dernier point, les solutions économiques. Là, je vais aller très vite. Si on est évidemment un économiste standard, on va penser immédiatement l'outil prix. Or, on sait qu'en France, la question du prix est relativement sensible, donc on va éviter d'utiliser cet outil-là, mais pour autant, la question des transferts et des prix, c'est un outil standard d'incitation. On a l'instrument des règles, là aussi, les règles, c'est un outil standard de régulation, ou la question de l'open data, qui peut être aussi une manière de limiter les comportements opportunistes. Mais là où je voudrais principalement insister, c'est sur la question de la régulation. La Smart City, sa particularité, c'est qu'elle fait le pari qu'on peut interconnecter les réseaux d'eau, les réseaux de transport, les objets connectés. Cependant, aujourd'hui, on a une régulation qui est sectorielle. C'est-à-dire qu'on a un régulateur pour l'eau, on a un régulateur pour l'électricité, pour la RAF, etc., pour le train, mais il n'y a pas de régulation
transsectorielle. Donc le problème, c'est qu'on va avoir, par exemple, dans le secteur de l'électricité, des règles relativement innovantes pour protéger les données. Par contre, dans le secteur urbain, dans le secteur du transport urbain ou dans d'autres secteurs, il n'y aura pas cette régulation-là. Donc le risque qu'on voit, c'est qu'on aura des secteurs à la pointe et d'autres qui vont être complètement dépassés par ces enjeux de cybersécurité. Donc la question, encore une fois, c'est comment on assure un développement uniforme de règles protectrices alors même que la régulation est sectorielle. Donc là, je crois que c'est vraiment un point clé pour essayer de trouver notamment un équilibre entre l'innovation et la protection des usagers. Donc en définitive, ce qui est important là-dedans, c'est d'avoir une vision transsectorielle et transdisciplinaire. On voit bien aujourd'hui avec les intervenants, on a des ingénieurs, on a des gens des sciences humaines, et c'est important d'avoir à l'esprit que si on veut développer une vision harmonieuse pour les parties prenantes de la Smart City, il faut avoir une vision qui est globale et transdisciplinaire. Pour conclure, je dirais en quelques mots qu'aujourd'hui, on a des enjeux économiques qui sont extrêmement hétérogènes parce qu'on a des secteurs qui ne sont pas comparables aussi facilement. On ne peut pas forcément appliquer les mêmes règles à l'eau, à la distribution d'eau potable, à l'assainissement ou encore à l'électricité. Cependant, la ville intelligente, faisant le pari de cette interconnexion, il va falloir bien penser un jour une régulation qui est transdisciplinaire et transsectorielle. Le but du jeu de la cybersécurité ici, ce sera donc d'assurer notamment l'insertion de règles dans un écosystème qui est aujourd'hui de plus en plus complexe et qui va faire intervenir des acteurs de plus en plus nouveaux et qu'on ne connaît de moins en moins. À partir de là, la Smart City, liée à la cybersécurité, c'est donc assurer la protection des parties prenantes, garantir la viabilité de modèles économiques émergents et créer de la valeur pour toutes les parties prenantes et notamment éviter qu'ils découvrent trop tard l'enjeu de la cybersécurité. Et donc, on espère finalement qu'il y aura un développement harmonieux de cette cybersécurité. L'enjeu, c'est aussi de permettre que l'innovation ne soit pas freinée, mais qu'on trouve, et là c'est la vision de l'économiste qui parle, un point d'équilibre entre toutes les contraintes de toutes les parties prenantes. Je vous remercie.